Bonjour et bienvenue dans notre émission Mentor. Pour cette nouvelle édition, on reçoit avec nous Mohamedou Dème. Bonjour Mohamedou. Bonjour Kevin. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous dire un petit peu ce que vous faites dans la vie? Déjà, merci de votre invitation. C'est un De rien. plaisir d'être C'est un plaisir pour ici. Je m'appelle Mohamedou, comme tu l'as dit. J'ai 45 ans. Ouais. Je suis originaire du Sénégal. J'ai grandi au Sénégal. Je suis né au Sénégal. Je suis arrivé en France en 1989 à l'âge de 11 ans. D'accord. Et je suis venu pour une raison simple, c'est que j'avais demandé à mon papa, qui était déjà ici depuis les années 75-76, Ouais. si je pouvais le rejoindre pour continuer à faire mes études. Donc D'accord. je suis arrivé, j'étais en CM2. Donc, Ouais. j'ai fait de l'âge de 0, enfin à l'époque il n'y avait pas de, comment on appelle ça, de classe maternelle. Mhm. Moi j'ai commencé l'école au Sénégal à l'âge de 7 ans, on va dire de 7 à 11 ans. Ouais. Donc en CM2, je suis arrivé, j'étais en CM2. Voilà. D'accord. Et vous étiez quel genre d'enfant justement quand vous étiez petit? Vous avez déjà des passions, des hobbies, Oui, alors au Sénégal, on m'avait donné en fait comment dire, un titre quelque part, c'est que j'étais très doué Ouais. de mes mains. Et j'avais en fait une manie, ou surtout aussi une dextérité pour créer des voitures. C'est-à-dire tout ce que je voyais autour de moi, j'arrivais à le reproduire avec du fil de fer et donc des boîtes de conserve. Un vrai quoi. bricoleur. Exactement. dès le début. Depuis tout petit, je faisais ça. Donc je fabriquais des charrettes, des voitures. Alors je ne sais pas d'où ça vient par contre ça. Mhm. Je sais que j'ai toujours aimé fabriquer. Construire quelque chose, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. D'accord. Et Donc, quel est depuis tout petit, quoi. votre parcours scolaire justement Vous avez fait Alors- quoi comme études? Alors quand je suis arrivé en France, donc comme je le disais, j'étais en CM2. Ouais. Donc en CM2, je n'avais pas forcément exactement ce que je voulais faire. Ouais. Par contre, ça a commencé à s'éclaircir à partir de la troisième. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la troisième, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'orientation. C'est qu'on nous Mhm. demande est-ce que tu vas faire seconde C'est le moment où on générale, sait pas choses trop qu'on ne ce sait qu'on pas peut trop. faire. Quoi. Et moi, il se trouve, quand mon père m'a amené en France, il avait des projets pour moi. Le projet, c'était que je vienne étudier pour rentrer au Sénégal. Mhm. Et lui, dans son idée, c'était de m'ouvrir en fait un garage. Donc lui, ce qu'il pensait, qui était bien pour moi, c'est que je fasse un CAP en fait. Mhm. Un CAP à mécanique. Comme j'aimais bricoler, Ouais. il s'est dit peut-être la mécanique, ça pouvait m'intéresser. Et moi, j'étais un élève assez sérieux. Quand je dis sérieux, travailleur, j'avais pas d'énorme facilité, mais par contre, j'étais très studieux. Et je faisais partie des premiers de la classe parce que j'avais des très bonnes notes. Il se trouve qu'en troisième, il y avait le conseiller d'orientation qui voyait mes notes. Il m'a dit, bah, écoutez, vous pouvez aller plus loin, pas juste un CAP, parce qu'elle me disait que j'avais les capacités de le faire. Et du coup, je m'en souviens, j'étais parti avec mon père ce jour-là, il était un peu déboussolé, parce qu'il m'a demandé, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que maintenant, moi, je pensais que tu voulais faire un CAP. Maintenant, ta conseillère te dit que tu as la possibilité de faire des études un peu plus longues. Qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, ce jour-là, j'étais assez droit dans mes bottes. Mhm. Et je dis, je veux continuer. Et je m'en souviens, il m'a fallu beaucoup de courage parce que c'était Ouais. une manière aussi de dire un peu non ou à... Non, j'ai envie de tenter d'autres choses. Exactement, ouais. Donc du coup, c'est comme ça que la troisième, j'ai continué. Et je suis arrivé en seconde, c'est là que ça commence à se préciser. Parce qu'en seconde, on m'a reposé la question, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai répondu, je voulais devenir ingénieur dans l'automobile. D'accord. C'était vraiment très précis. Ouais. Alors, pourquoi? Je ne sais pas répondre aujourd'hui. La seule réponse que je peux donner, c'est que j'étais doué, j'aimais bien les mains, mais c'est pas pour, enfin, les jouer. Mhm. Mais c'est pas pour autant, enfin, comme tous les enfants, je sais pas ce qu'on va dire, on aimait jouer Mhm. à la voiture, des choses comme ça. Et c'est ma prof de maths, en fait, qui m'a dit que si je voulais devenir ingénieur, j'avais la possibilité de faire soit la filière générale, donc une seconde générale, ou une filière technologique. Mhm. Et moi, je ne savais pas ce que c'était la filière technologique. Et là, elle me dit, écoute, la filière générale, tu peux faire un bac S Ouais. pour devenir après ingénieur, ou tu peux faire la filière technologique. À l'époque, j'ai passé mon bac, c'était en 97. Donc, j'ai passé en seconde, première, 95, 96. Et la prof de maths qui me disait ça, je l'ai écouté sans trop le savoir aussi, parce qu'en fait, elle m'a dit, soit S, soit techno. Elle me dit, si tu fais S, peut-être qu'il n'y arrivera pas parce que le niveau est plus élevé. Mm. Mais si tu fais un bac technologique, tu as peut-être tes chances parce que tu as du niveau. Moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai écouté en fait. D'accord. J'ai fait la filière technologique, donc je me suis retrouvé à faire en 97 un bac STI, sciences techniques et d'ingénieur, où c'est là que j'ai appris justement tout ce qui était dessin industriel, parce que dans la filière générale, on ne faisait pas de dessin. Donc j'ai appris à faire des dessins sur planche. J'ai appris aussi tout ce qui était usinage, fraisage, les commandes numériques. Donc tout ça pendant la première et la terminale. Et j'avais des bonnes notes toujours. Ça a toujours été sérieux et travailleur. Et il se trouve que dans ma classe, donc en terminale, j'avais un étudiant qui lui aussi voulait devenir ingénieur.
Et il commence à me parler de quelque chose que je n'avais jamais entendu parler. Il me dit, écoute, moi, je vais passer mon dossier et je vais rentrer dans les classes préparatoires grandes écoles. J'avais jamais entendu parler de ça. Parce que moi, je pensais qu'après le bac, on avait la possibilité soit de continuer de travailler, soit on faisait un BTS ou un DUT, et c'est tout. C'est tout ce que je savais. J'avais jamais entendu parler de classes préparatoires grandes écoles. Et là, du coup, cet étudiant me parle de ça et il se trouve qu'on a passé sur dossier. Donc c'était un dossier, c'était sur dossier. J'ai été pris au lycée Raspail qui se trouve dans le 14e à Paris. Ouais. Et c'est là-bas que j'ai fait ma classe préparatoire. Pour ceux qui ne le savent pas, une classe préparatoire, donc c'est sur dossier comme son nom l'indique. C'est très dur parce que déjà, il faut avoir le niveau. 2, on ne te demande pas juste d'avoir un niveau, c'est d'être le meilleur parmi les meilleurs. C'est-à-dire que si on n'a pas déjà mention en bac, ça ne passe pas. Et il faut avoir des mentions bien, voire très bien. Et on se retrouve avec des gens qui ont d'énormes facilités, qui sont très bons en maths, qui sont très bons en physique, qui sont bons dans toutes les matières, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire la classe préparatoire, qui était très difficile, mais je me suis accroché. Je me suis accroché parce que j'avais envie justement d'aller jusqu'au bout de mes idées et puis surtout aussi de mon rêve, c'était de devenir ingénieur. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire la maths sup, la maths spé, donc première année, deuxième année. Il faut savoir que les classes préparatoires, la première année, c'est ce qu'on appelle en fait une sélection. Déjà avant, c'est très dur, mais la première année, c'est encore plus dur parce qu'en fait, c'est super sélectif. Faire le tri, exactement, on fait le tri, c'est bien le terme. Ceux qui ont le niveau, on leur laisse de passer la deuxième année. Ceux qui n'ont pas le niveau, on leur demande de faire autre chose. Donc il y a certains qui se retrouvent à soit refaire un BTS, soit un DUT. En tout cas, il y a d'autres choix. Voilà. D'accord. Et donc après ça, justement, est-ce que vous avez continué des études ou alors vous êtes directement vers des expériences La classe préparatoire, c'est 2 ans, 3 ans maxi, parce qu'on peut redoubler la deuxième année. La deuxième année, donc la maths spé, soit on passe des concours donc pour rentrer dans les grandes écoles prestigieuses, type Polytechnique, Centrale, et des écoles un peu moins prestigieuses aussi, c'est des écoles d'ingénieurs, quoi. Et donc 3 ans de classe préparatoire, 2 ans si ça va bien, et la troisième année, comme je dis, on peut la redoubler, donc c'est 2, on va dire, plus 3 ans d'école d'ingé. Donc on passe d'abord les concours, et le concours fait être encore meilleur parmi les meilleurs pour être pris dans certaines écoles. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance en fait d'intégrer une école qui se trouve en région parisienne. Et j'ai fait mes 3 ans, donc j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en 2002, 2003 je crois. Et je suis arrivé dans le milieu professionnel pour faire un stage de fin d'études dans une entreprise automobile. Alors comme quoi l'automobile, ça m'a beaucoup suivi, parce que j'ai eu la chance déjà de savoir ce que je voulais au départ. J'ai eu la chance de rencontrer les personnes qui m'ont aiguillé, qui m'ont donné en fait l'info, parce que des fois on ne sait pas. Et je suis arrivé dans cette entreprise en tant que stagiaire au début, donc pour faire en fait, comment dire ça, pour valider son diplôme d'ingénieur. De toute façon, la dernière année, il faut faire un stage de 6 mois minimum. Donc c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, je pense que c'est toujours le cas. Ça peut être même 9 mois, mais généralement c'est 6 mois minimum. En tant qu'ingénieur qualité, j'étais stagiaire d'abord. Et une fois que j'ai fini mon stage, j'ai eu la chance justement, je me suis donné les moyens, c'est pas que de la chance. Je dis beaucoup de chance depuis tout à l'heure, mais c'est pas que de la chance, c'est beaucoup de travail. Et c'est surtout aussi une volonté et de la détermination. Parce que rien n'est facile. Comme je l'ai dit, il n'y a rien qui était facile. C'est le travail, c'est la détermination et c'est surtout aussi, il ne faut pas lâcher, quoi. Et donc j'ai fait mon stage, j'ai fini. À la fin du stage, on m'a proposé justement de m'embaucher. Donc j'ai pas eu à chercher parce que l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage a vu mes qualités, a vu ce que j'avais fait. Ils m'ont proposé de continuer justement ce que je faisais, mais en tant que salarié. D'accord, ok. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le milieu professionnel. D'accord. Et donc maintenant, qu'est-ce que vous faites comme métier justement? C'est quoi votre poste? Aujourd'hui, c'est très différent ce que je fais parce qu'en fait, je suis arrivé dans le milieu professionnel dans les années 2000. Pendant plus de 15 ans, j'ai occupé plusieurs postes dans cette entreprise. En tant qu'ingénieur qualité, d'abord stagiaire, après j'étais manager. Donc à 33 ans, on m'a proposé un poste pour encadrer. C'était une première, c'était nouveau pour moi, d'autant plus que je n'avais pas d'expérience d'encadrement. Et c'était quelque chose dans lequel je me suis découvert, moi, j'ai découvert aussi les autres. À savoir, quand on encadre des équipes, on doit écouter, on doit essayer de comprendre, et c'est surtout aussi de trouver des solutions. Des solutions qui peuvent être personnelles à des gens, qui peuvent aussi être des solutions de travail. Donc moi, c'est là que j'ai découvert en fait ce que c'était recruter. Donc je manageais une équipe de plus de 15 personnes, former, et j'organisais très souvent aussi des séminaires. J'aimais bien aussi créer des esprits de team building pour tisser du lien. Et à un moment donné, pendant plus de 15-16 ans, et je suis très engagé aussi en dehors de ma vie professionnelle dans les associations. Des associations, par exemple, de Sénégalais dont je suis originaire, qui sont en France, et pas que. Et j'entendais très souvent, en fait, des jeunes me disaient qu'ils avaient des difficultés à trouver un stage et un emploi. Et en 2015, j'ai eu comme un déclic. Je me suis dit, tiens, ça fait trop longtemps que j'entends ça.
Moi-même, quand j'étais étudiant, j'avais des difficultés à trouver un stage, le premier stage que j'ai eu. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour essayer justement d'aider ces personnes-là? Et c'est là que j'ai eu l'idée en fait de créer une plateforme qui était une plateforme où on pouvait poser son CV, avoir un annuaire. Parce que je me suis dit, ça ne sert à rien qu'on m'appelle à chaque fois. Est-ce qu'ils ne peuvent pas trouver les informations directement en allant sur la plateforme, quoi? C'était bien, mais en fait, je me suis rendu compte que les gens, ce qu'ils voulaient, c'est quelqu'un en fait, à qui parler et qui conseiller. Et du coup, quand j'ai créé ma structure, donc Dem Agency en 2015, c'était au départ une passion d'accompagner, aider. Et après, ça s'est transformé en business où j'ai transformé ça comme un cabinet de recrutement et après un cabinet de formation. D'accord. Et donc, c'est quoi vos principales missions maintenant, justement, au sein de votre agence? Les principales missions, déjà aujourd'hui, ma cible, c'est toutes les personnes qui ont une idée, des porteurs de projets, mais qui ne savent pas comment faire pour créer leur structure, ou même sans forcément créer, pour démarrer quelque chose. Ça, c'est une cible. L'autre cible aussi, c'est beaucoup de personnes qui ont déjà leur entreprise, qui cherchent à le développer, donc avoir de la croissance. Donc en fait, j'ai identifié 3 problématiques qu'ont rencontrées les porteurs de projets et les créateurs d'entreprises. Un, c'est structurer son idée. Donc je pars de l'idée jusqu'à l'entreprise. La deuxième, c'est comment justement être entouré d'un écosystème, c'est-à-dire de partenaires, d'avoir des fournisseurs, parce que les gens, ils ont besoin forcément de réseau. Et la troisième des choses que j'ai identifié comme problème, c'est comment être visible. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'on peut avoir la meilleure des compétences, si personne n'est au courant, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a une entreprise, à un moment donné, il faut vendre, quoi. Qui dit vendre, il faut savoir communiquer, il faut savoir aussi expliquer. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, mon entreprise permet en fait de former et d'accompagner ces personnes-là, soit à démarrer ou soit à le développer. Voilà, c'est du conseil vraiment même pour les nouvelles entreprises, les entrepreneurs. Exactement. D'accord. Donc c'est plutôt des structures, on va dire, à taille humaine. Généralement, c'est des indépendants ou des structures qui vont de 1 à 10 salariés. Donc c'est très rarement des grosses boîtes, parce que les grosses boîtes, ils ont des agences de communication, de formation en interne. Donc, et puis les petites structures n'ont pas forcément les moyens de faire appel aussi à des prestataires de services. Donc c'est vraiment ça ma cible. Et la particularité, c'est que beaucoup de mes clients sont des clienteuses, ce sont des femmes. D'accord. Alors, c'est pas un choix au départ, mais il se trouve que la majorité, plus de 80% aujourd'hui de ma clientèle, c'est beaucoup des femmes, quoi. Et justement, en continuant sur cette lancée, vous avez même voulu aller encore plus loin avec un livre que vous avez sorti justement, qui s'appelle Le pouvoir du réseautage bienveillant. Et justement, de quoi ça parle ce bouquin, justement? C'est quoi le réseautage? Alors oui, vous l'avez bien dit, le pouvoir du réseautage bienveillant, c'est volontaire. En fait, d'où ça vient déjà? C'est comme je l'ai expliqué, dans mon agence, j'organise très souvent des formations et je fais des conférences aussi. Pour justement aider des personnes à ouvrir et à faire rencontrer des entrepreneurs entre eux. Et très souvent, ce que j'ai l'habitude de faire quand je passe une information, c'est que je raconte souvent des anecdotes. J'illustre les propos pour que les gens comprennent bien. C'est pas pour rien, quand j'ai commencé à expliquer d'où je venais. Je suis originaire du Sénégal, 11 ans. Donc c'est un peu devenu du storytelling, comme les Américains ils aiment bien l'appeler. Parce que les gens s'identifient en fait à ça. Ils se disent, tiens, il entend raconter mon histoire, que ce soit le Sénégal ou la Corrèze, peu importe. C'est juste se dire d'où on vient. Et à chaque fois, là, ce qui revenait, c'est que les gens me demandaient, mais pourquoi t'en fais pas un livre? En fait, c'est venu une fois, 2 fois. Et à force d'entendre ça, je me suis dit, tiens, il y a une demande, il y a un besoin. Donc ce que je sais, ce que je fais, ça peut aider d'autres personnes. D'où c'est venu l'idée de faire le livre. Et pourquoi le pouvoir du réseautage bienveillant? C'est qu'en fait, ce qui me caractérise, et ça aussi, c'est les gens qui me l'ont fait prendre conscience de ça, je ne le savais pas, c'est que j'avais une capacité à créer du lien entre les personnes. Parce que j'arrivais à connecter les gens sans le savoir au début. Et sans m'en rendre compte, j'utilisais une méthodologie en fait. Et c'est cette méthodologie que j'ai retranscrit dans le livre. Donc dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on va y trouver? C'est un guide pratique. C'est comme j'ai après dit une recette de cuisine qui explique en fait comment faire pour construire son réseau et c'est surtout aussi pour le développer. Il y a un chapitre dans le livre que j'appelle Donner pour recevoir. Le concept, c'est quoi? C'est même pas qu'un concept, c'est une réalité. Si vous voulez que votre réseau vous soit utile, il faut que vous vous apportez quelque chose. Si je viens te voir, Kevin, systématiquement quand j'ai besoin de toi, à un moment donné, je pense que tu ne vas plus le faire parce que tu vas me dire... C'est donnant, exactement. Donc du coup, moi, je me propose toujours, quand je suis en contact avec des personnes, qu'est-ce que moi, je peux leur apporter? Apporter, c'est quoi? Un conseil, c'est apporter un contact, c'est apporter une idée, c'est apporter une information. On peut apporter plein de choses. C'est apporter du temps, de l'écoute. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut justement être au service des gens. Et plus on fait ça, plus justement, on développe son réseau. Et donc, le réseau, c'est très important. Je l'ai su, maintenant, avec de l'âge, que quand j'étais enfant, et quand j'étais même au lycée, au collège, les personnes qui vont plus vite et qui obtiennent plus de résultats sont justement ceux qui sont entourés. Entourés de qui? D'un mentor,
entourés de quelqu'un qui les a aidés, accompagnés. Et ça, malheureusement, à l'école, on ne l'apprend pas. Ouais. Une dernière question avant de finir l'émission. Mhm. C'est par exemple un jeune, il tombe sur cette vidéo et il voudrait construire son réseau parce qu'il voudrait trouver du travail ou quelque chose comme ça. Quel conseil vous lui donneriez pour construire son réseau, pour débuter justement? Bah, le premier conseil, et sur lequel les gens minimisent, ils n'y prêtent pas garde, c'est déjà son premier contact, le cercle. Je le dis, je le répète très souvent, et j'en parle dans le livre, c'est qu'on cherche à aller voir ailleurs, alors que des fois, on a juste l'information à côté de soi. Que je dis à côté de soi, c'est papa, maman, c'est frères et sœurs, cousins, cousines. Il ne faut pas aller chercher plus loin, parce que des fois, il faut juste dire, j'ai besoin de ça, pour que les personnes, soit ils ont la solution, ou soit ils peuvent vous recommander à d'autres personnes. Ouais. Je raconte une anecdote qui est très simple, c'est que moi, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, je n'avais pas de site internet. J'avais fait une réunion de famille et mon cousin me demande, est-ce que tu as un site internet? Je lui dis non. Il me dit, tiens, je connais quelqu'un, c'est un ami qui est un geek qui sait faire des sites internet. Si j'en avais pas parlé, il ne m'a pas mis en relation avec cette personne. Et aujourd'hui, si vous tapez Google Mamadou Dème, bah, c'est un des sites qui est très bien référencé, qui fait que je ressors très bien sur les réseaux sociaux. Donc le conseil, c'est allez pas chercher très loin. Ouais, des fois, la réponse, très souvent, c'est de demander. Parce que, et ça aussi, je m'en suis rendu compte, on ne sait pas vraiment ce que nos proches font dans la vie. On croit les connaître, mais en fait, on ne connaît rien du tout. Parce qu'on ne prend pas le temps de leur demander où ils travaillent, pourquoi ils font ça, comment ça se passe, un peu faire le candide. Et ils aiment en plus en parler. C'est plus vous faites l'occasion de le faire, vous allez voir que les gens vous donnent des informations, vous dites « Ah, je ne savais pas que mon père il faisait ça en fait. Et ainsi de suite. Ça peut être vrai pour le papa, maman, frère et sœur. Donc commencez déjà par le cercle familial et après, vous étendez de plus en plus. Exactement. Voilà. D'accord. Eh ben, l'émission touche déjà à sa fin. Merci d'avoir répondu à nos questions. On a appris énormément de choses. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup, Kevin, et merci beaucoup pour tous les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous regardent, parce que c'est un plaisir de partager et vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Je suis assez disponible. Et on mettra le livre ou tous les liens possibles justement dans la description. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À très vite chez Insersite. Merci.